Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans leur décryptage avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Mali. La MINUSMA accélère son départ du camp de Kidal. Alors, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali devrait continuer la libération des camps qu'elle occupe au Mali. Le camp de Kidal devrait être libéré à la fin de ce mois selon un nouveau calendrier convenu avec les autorités maliennes. Mais ce départ devrait intervenir soit ce lundi 30 octobre ou mardi 31 octobre. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en parlons avec vous. Alors, selon vous, est-ce que cette émission pourra effectivement libérer ces camps à la date prévue, c'est-à-dire à la fin de ce mois d'octobre? Ce n'est pas évident puisque faut pas qu'on oublie que le premier calendrier qui avait été établi, la MINUSMA devait quitter Kidal le 15 15 novembre. novembre, oui. C'était ça qui était dans le premier calendrier. Oui. Mais tout le monde se rappelle certainement de ce qui s'est passé au niveau de Ber, de la première base qui a été remise à l'armée malienne. Mais il y a eu des événements que très certainement la MINUSMA soupçonnait, mais en se disant que ça n'arriverait pas à ce niveau. Il y a eu des attaques au niveau avec le GSIM, mais il y a eu des affrontements également avec les groupes armés Touareg. Cela fait que finalement, la MINUSMA se retrouvait un peu pris en sandwich entre le GSIM et les groupes rebelles Touareg qui attaquaient l'armée malienne. Mais la MINUSMA fait quoi dans ces conditions? Cela les a amenés à dire, mais attendez, on ne va plus rester dans le premier calendrier, ils vont devoir accélérer le retrait de ces forces. Maintenant, dans cette accélération, des difficultés existent. Vous voyez les communiqués du pouvoir malien, les communiqués de la MINUSMA. La MINUSMA se plaint que le Mali ne le laisse pas pouvoir dérouler leur programme comme il se doit. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le contingent tchadien, où le Tchad a dû taper du poing sur la table en demandant l'autorisation pour faire partir ces contingents par avion. Avec la MINUSMA, c'est la même chose. Plusieurs fois, la MINUSMA a demandé des autorisations de vol. Sur une vingtaine de demandes d'autorisation, on a autorisé le vol pour un avion, pour un hélicoptère. Alors que quand on veut précipiter, bien sûr, un repli de ces troupes, mais il est clair que prendre l'avion permet d'aller beaucoup plus vite que s'il faut passer par cette zone pratiquement désertique où là où vous passez, ce n'est ni une route ni une piste, ça prend énormément de temps. On l'a vu avec la colonne de l'armée malienne qui partait vers le nord, tout le temps que cela a pris. Donc, quel est actuellement l'état d'organisation de la MINUSMA pour pouvoir quitter aujourd'hui ou demain? On va attendre de voir quelles informations la MINUSMA va donner sur ce plan-là. Vous évoquez tout à l'heure ces autorisations de vol qui ne sont pas données à toutes les demandes formulées par la MINUSMA. Pourquoi ces autorisations sont-elles données aujourd'hui au compte-gouttes? C'est toute la question qu'on se pose. Est-ce que la MINUSMA est considérée comme complice, comme c'était le cas avec la France, en pensant que peut-être quand l'avion va passer, il va en profiter pour faire une photographie des positions maliennes, ou bien il va montrer davantage ce que tout le monde connaît déjà. Wagner est au Mali, ça ne fait plus l'objet de discussion, bien que les parties où ils sont interdits de vol pour que les gens ne voient pas les dispositifs qui sont sur place. Mais je crois que la MINUSMA, quand même, c'est l'Organisation des Nations Unies, c'est les Maliens, c'est l'État malien qui a invité la MINUSMA au niveau du Mali. Je crois qu'on aurait pu leur faciliter la tâche pour qu'ils fassent leur retrait, comme ils l'avaient écrit dans leur note, en bon ordre, sans que cela nous pose des difficultés. C'est vrai que le fait que les Touaregs du Nord, parce qu'avec le GSIM, il n'y a aucune surprise, il y avait déjà des combats un peu partout. La nouveauté, c'est plutôt l'attitude des groupes Touaregs, en particulier le CSP. Et ça, on ne peut pas dire qu'on ne s'y attendait pas, puisque tout le monde a vu comment l'accord d'Alger commençait à rencontrer des problèmes progressivement. Ils avaient dénoncé même d'ailleurs l'accord avant qu'il n'y ait eu des affrontements sur le plan militaire. Ce n'était pas véritablement une nouveauté en tant que telle. Mais ça mettait la MINUSMA dans une situation très difficile parce que au départ, quand on faisait le mandat de la MINUSMA, il n'y avait pas cette question de l'accord d'Alger pour que la MINUSMA s'en occupe. Mais le mandat a évolué à un certain moment et la MINUSMA accompagnait la mise en place de l'accord d'Alger. En principe, la MINUSMA n'est pas en guerre contre les Touaregs,
La MINUSMA n'est pas en guerre contre l'État malien. Quand la MINUSMA subit généralement, c'est plutôt des attaques des groupes armés terroristes, en particulier du GSIM au niveau de cette zone-là. Donc il devrait pouvoir y avoir une discussion qui permette à la MINUSMA de pouvoir s'en sortir. Bien sûr, une discussion dans laquelle le GSIM ne pouvait pas prendre part. Et ce que la MINUSMA voulait éviter, c'est ce qui est arrivé à l'armée malienne en partie. Les attaques du GSIM contre le convoi militaire de l'armée malienne, c'est ce que la MINUSMA veut éviter, alors qu'il y en a déjà eu. À Ber, ils ont été attaqués. À Aguelok, ils ont été attaqués. À Tessalit, c'était même plus grave puisqu'on a tiré sur l'avion. Bon, heureusement, ils n'ont pas pu atteindre l'avion. Ça veut dire que ce que la MINUSMA pose comme problème est réel parce qu'ils disent qu'ils veulent que le contingent puisse quitter en toute sécurité. Ce qui est compréhensible parce que la MINUSMA, c'est des gens venant de pays différents qui se retrouvent là-bas. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, ils sont sur place depuis un certain nombre d'années avec un matériel militaire. Ils ont un protocole très clair, ils doivent l'emporter. Ou bien, ils doivent le céder, mais à qui? Certainement pas aux Touaregs, certainement pas aux groupes armés terroristes, mais pas également à l'État malien, parce que l'État malien a utilisé, il faut le dire clairement, la mauvaise manière pour demander à la MINUSMA de quitter le pays. On l'aurait fait autrement, certainement la MINUSMA aurait laissé une partie de son matériel à l'État malien, tout comme on lui remet les bases, puisque c'est avec l'État malien que la MINUSMA a contractualisé, ce n'est ni avec les Touaregs, ni avec les groupes armés terroristes. Mais la façon dont on leur a demandé de partir, je me rappelle encore le ministre des Affaires étrangères qui disait aux Nations Unies, il n'y aura même pas de prolongation après le 31 décembre. Pour moi, ce n'était pas la bonne manière d'un point de vue diplomatique. Et voilà les conséquences. La MINUSMA détruit du matériel que l'armée malienne aurait pu utiliser dans le cadre de sa lutte. Mais c'est ça le protocole des Nations Unies. Quand on ne le remet pas, on ne doit pas laisser le matériel pour que des groupes armés puissent tomber dessus. Ceux qui ne peuvent pas emporter munitions comme d'autres matériels, ils sont en train de le détruire, alors que si le retrait s'était fait sous la forme d'une négociation, ces éléments militaires qu'ils ne peuvent pas emporter avec eux, que les contingents, comme le contingent tchadien qui dit ils partent avec leurs armes, puisque c'était ça leur problème, mais on aurait pu les céder à l'armée malienne. Mais c'est les circonstances qui font qu'on détruit quand on ne peut pas emporter. Pourquoi aujourd'hui ce désaccord entre la MINUSMA et les forces armées maliennes pour arriver à ne plus s'entendre même sur les autorisations de vol, sur le rapatriement du matériel? Pourquoi ce désaccord finalement entre les deux parties? En fait, le problème de fond, il y a les rapports de la MINUSMA. Ce qui est curieux, c'est vrai que le texte est très long. Quand vous regardez, quand les Nations Unies ont pris la résolution d'envoyer la MINUSMA au Mali, mais vous avez la résolution qui fait 12 pages. Parmi ces pages, vous en avez plusieurs qui portent sur le mandat. Sur le mandat, la question des droits de l'homme était écrite de façon très claire. La protection des civils, aider à réinstaurer l'État malien, etc. Là où ça a toujours et souvent posé problème, c'est sur la question des droits de l'homme. Puisque régulièrement, pas seulement au Mali, partout où se trouvent les Nations Unies, ils publient un rapport. Des rapports, oui. Tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé à Moura avec les populations qui ont été massacrées. Il y avait déjà des problèmes. Le Mali avait tendance à contester le rapport des Nations Unies, mais là-bas, c'était devenu beaucoup plus compliqué. Le rapport, la publication a été retardée, mais on peut dire que le vrai divorce est parti de là-bas parce que les Nations Unies ont tapé du poing sur la table par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Moura. On les a même empêchés d'aller sur place pour pouvoir faire des enquêtes. Alors quand vous regardez la résolution, tous ces éléments sont contenus dans le mandat, dans ce que la MINUSMA doit faire. Quand vous regardez la rediscussion également du mandat de la MINUSMA, la dernière rediscussion, l'autorité malienne avait voulu enlever cet aspect droit de l'homme. Alors que bon, même quand la MINUSMA n'est pas présente, les Nations Unies s'occupent des questions de droits de l'homme dans tous les pays du monde. On n'a pas besoin d'une autorisation pour cela. Il y a eu toutes ces frictions avant qu'on en arrive maintenant à ce parti qui a été fait, j'allais dire, un peu de façon explosive au niveau des Nations Unies. Donc il y a tous ces éléments qui font qu'il y a comme une crise de confiance aujourd'hui. Il y a comme une crise également en termes de relations entre le Mali et les Nations Unies où c'est des déclarations, c'est des contre-déclarations, alors qu'à mon avis, c'est vraiment inutile. Si le Mali ne veut pas que la MINUSMA reste au Mali, la MINUSMA ne restera pas au Mali. Mais on aurait pu organiser, comme cela avait été dit, pour ce qui est du départ, pour faire en sorte que, par une concertation, que la MINUSMA parte en sécurité, parce que ça c'est fondamental pour la MINUSMA,
que le Mali également puisse occuper les bases qui sont laissées libres par la MINUSMA, parce que ça également c'est fondamental pour l'État malien. On est au Mali, on n'est pas sur un autre territoire pour que ces bases puissent être cédées à une quelconque autre force. Quoi qu'il en soit, le départ de la MINUSMA du camp de Kidal sera fait, mais quand, et c'est ça la grande interrogation, et les autorisations pour se faire tardent à venir de façon générale. Alors pourquoi la MINUSMA est aujourd'hui prise pour cible par les groupes armés, signataires d'abord de l'accord de paix, et puis aussi par les groupes terroristes? Pour les groupes terroristes, c'est toujours, hein, ce n'est pas une nouveauté. Des soldats togolais sous le casque bleu sont tombés au niveau du Mali, des soldats sénégalais, burkinabés, avec les groupes armés terroristes. Mais la MINUSMA a toujours été une cible parce que la présence de la MINUSMA dérange, puisque c'est eux qui étaient présents dans cette partie nord avec la France. C'est eux qui étaient surtout présents là-bas, ce n'était pas l'armée malienne qui était dans la zone. Donc ils participaient à la sécurisation des populations et un peu, ils gênaient ces groupes armés terroristes au niveau de cette zone. Mais ça fait qu'effectivement, les groupes armés terroristes en faisaient des cibles, ce n'est pas une nouveauté. Au niveau du CSP, ils n'en ont pas fait des cibles, ils ne les ont pas attaqués d'un point de vue militaire. Mais eux, ils défendent qu'au moment où la MINUSMA devait s'installer dans ces parties, c'était eux qui étaient les maîtres au niveau de ces espaces. Et la MINUSMA, de façon diplomatique, a discuté avec eux. Maintenant, ils disent que de cette discussion, il y avait un arrangement et la MINUSMA a discuté avec l'État malien. La MINUSMA devait discuter également avec eux avant de céder les bases à l'État malien. Mais là, ça pose un autre problème parce qu'il y a un seul État au Mali. Donc si la MINUSMA parle avec ceux qui représentent officiellement l'État au Mali. Les groupes Touareg ne représentent pas officiellement le Mali. La deuxième chose, le contexte dans lequel la MINUSMA s'installait, où le Mali appelait au secours, parce que c'est de ça qu'il s'agit, n'a plus rien à voir avec le contexte actuel où l'armée malienne a pris un certain nombre de dispositions, s'est réarmée, a beaucoup plus de force par rapport au moment où ces accords étaient signés, où ces arrangements étaient signés. Donc les donnes ont véritablement changé. Mais ça fait que ces groupes Touareg se sentent un peu, j'allais dire, floués par la MINUSMA, qui remet des zones militaires, c'est-à-dire un espace déjà organisé. Parce que c'est ça, ces bases militaires. C'est un espace déjà organisé à l'intérieur de leur territoire. Et la difficulté supplémentaire, c'est le moment. C'est-à-dire ça arrive au moment où il y a déjà un clash entre le pouvoir malien et les groupes Touareg. Ça aurait été un autre moment, les enjeux auraient pu ne pas être aussi importants qu'actuellement. Mais comme il y a déjà un affrontement militaire entre les deux groupes, chacun est en train de vouloir préserver ses bases. Et comme on l'a vu à Ber, chacun a voulu prendre le camp. Bon, on a même vu les Touaregs venir prendre le camp, certains camps se retirer par la suite. Mais le problème de fond, c'est que les accords d'Alger aujourd'hui, on continue à en parler, mais sur le terrain, le cessez-le-feu a été rompu, alors que c'était ça le point de départ pour les accords d'Alger. Mais cela fait que ça rend la situation extrêmement difficile pour la MINUSMA, puisque quand la MINUSMA quitte un camp, le camp a une position stratégique aussi bien pour les groupes Touareg que pour l'armée malienne. Chacun veut vouloir occuper le camp. D'ailleurs, l'armée malienne l'a reproché à la MINUSMA pour ce qui concerne Aguelok, la façon dont ils sont partis de façon précipitée. Mais la MINUSMA également est dans une stratégie. Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas en guerre avec l'armée malienne, je ne suis pas en guerre avec les groupes Touareg. C'est les deux qui sont en guerre actuellement, puisqu'il faut appeler les choses comme elles sont. La MINUSMA fait quoi? La MINUSMA est dans une stratégie de sauver ses troupes. L'armée malienne est dans une autre stratégie de récupérer ses bases pour que ça ne tombe pas sous la main des groupes armés. Mais vous voyez, la MINUSMA se trouve entre le marteau et l'enclume ici dans cette affaire-là, et ça fait qu'effectivement, parfois, les communiqués du pouvoir malien montrent qu'ils ne sont pas contents de ce que la MINUSMA fait, mais la MINUSMA, il faut le dire clairement, est dans son rôle de protéger des citoyens venus de différents pays pour venir participer à la remise de la stabilité au niveau du Mali. S'ils n'ont plus à jouer ce rôle, il est normal qu'on s'occupe de leur sécurité pour qu'ils puissent retourner dans leur pays comme ils étaient venus au Mali.
Vous évoquez en début de cet entretien vos doutes quant au respect de ce délai de départ de l'aménagement du camp de Kidal. Qu'adviendrait-il si le délai n'est pas respecté, vu que normalement le délai initial était le 15 novembre et que c'est à la demande de l'aménagement que ce délai a été ramené à fin octobre? Ben, le délai du 15 novembre, je me dis que l'aménagement ne risque pas d'attendre, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a déjà des affrontements. Et c'est ça qui amène l'aménagement à vouloir précipiter son départ. Et les données n'ont pas changé. Non seulement les données n'ont pas changé, c'est vrai qu'il y a eu des affrontements à Ber, mais quand on regarde Ber par rapport à Kidal, les enjeux de Kidal ne sont pas les enjeux de Ber. Oui. Donc, il y a un risque pour que les affrontements pour ce qui concerne Kidal, mais soient d'une autre mesure par rapport aux affrontements au niveau de Ber. Mais si les Nations Unies sont sur place, comment protéger leurs gens quand il y a un affrontement entre les Touaregs et l'armée malienne? Alors que leur mandat, c'était pas ça. C'était pas ça leur mandat. Quand ils venaient, c'est contre les groupes terroristes. C'était pas en relation avec la guerre actuelle entre l'armée malienne et le groupe Touareg. Au contraire, là-bas, comme je l'ai dit, quand on a élargi le mandat, l'aménagement a été impliqué plutôt pour qu'on aille dans le sens de mettre en œuvre les accords d'Alger. Donc, plutôt faire la paix entre les groupes Touareg et le gouvernement malien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'aménagement va pouvoir jouer quel rôle? Mais maintenant, la stratégie de l'aménagement, c'est en quelque sorte de ne pas tomber dans ce piège-là. Alors, se retrouver là-bas, il y a une situation conflictuelle, mais ils vont faire quoi avec leurs gens? Alors, sont-ils en train de fuir une situation conflictuelle entre les groupes rebelles et les FAMA? Je ne dirais pas fuir. Je dirais plutôt, ils ne veulent pas se retrouver entre deux feux en n'étant pas en mesure d'utiliser leur feu. Parce que dans les mandats de l'aménagement, il n'était pas question d'affronter l'armée malienne. Il n'était pas question d'affronter les groupes armés Touareg. Ils n'avaient pas ce mandat. Même les gens l'oublient, l'aménagement n'était pas venu pour combattre les groupes armés terroristes. Oui. Parce que ça aussi, il faut le dire clairement, parfois on exagère en disant ils n'ont rien fait, ce n'était pas le rôle. D'ailleurs, ce n'est pas à eux de le faire, c'est plutôt à l'armée malienne de le faire. Il faut que ça soit clair également sur ce plan-là, parce que parfois on ne tient pas en compte du mandat, alors que c'est ce mandat qui est tout le temps le problème. Ça a été le problème en République centrafricaine, ça l'est actuellement au niveau de la RDC, où on leur demande également de partir plus tôt, parce que les gens veulent, parce qu'ils ont des armes, qu'ils aillent au front pour se battre, alors que quand on appelle des gens soldats de la paix, ben, il faut prendre les choses comme ça s'appelle. Ils ne sont pas venus pour se battre. C'est de façon exceptionnelle qu'on leur donne le mandat pour se battre, mais de façon générale, c'est interposition, c'est soldats de la paix, etc. Ce n'est pas de venir faire le combat. Donc parfois, ce qu'on leur reproche également, ben, il faut le dire objectivement, ils n'ont pas tort. Ici, c'est la même situation. Des gens qui ne doivent pas se battre ni contre les Touaregs, ni contre l'armée malienne, mais ils ont intérêt d'un point de vue stratégique à ne pas attendre que le feu soit là pour partir. Et certainement, leur analyse montre que d'ici le 15, certainement l'armée malienne sera à Kidal. Le risque d'affrontement est là. Ils préfèrent partir avant que cet affrontement ne soit là, comme je l'ai dit, puisque c'est leur rôle également pour préserver la vie des soldats qui ont été mis à la disposition de l'aménagement. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Nous arrivons donc à la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Nour d'Info.